Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré innove dans l'organisation et la structuration de l'armée burkinabé. De 3 régions militaires, le pays dispose désormais de 6 régions militaires. Il y a également 2 régions aériennes pour l'armée de l'air. Le chef de l'État crée aussi 6 bataillons rapides, des nouvelles résolutions pour être plus opérationnels dans la lutte contre le terrorisme. Au sommet également, 10 concours directs avec cette année 2022 ont été administrés en ligne, donc compte seulement 2 en 2021. Les résultats de ces concours sont disponibles, mais attention, il y a au moins 73 concours directs à épreuve à question à choix multiples qui n'ont pu être composés. Les candidats attendent encore pour certains les résultats des compositions, lesquels résultats ont été retardés par des dysfonctionnements tant administratifs que techniques. Et Bassolma Bazié, le ministre en charge de la fonction publique, justifie ces faits. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis, le dossier de ce 13h nous emmène au Brésil pour découvrir des jeunes burkinabés qui se sont bien illustrés dans ce pays, eux qui sont pour des études depuis 6 ans. Kouama, Diko et Daourou ont dompté les préjugés et les barrières linguistiques pour faire partie des meilleurs étudiants de leur université. Ils ont pour ambition de revenir servir le pays. Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans ce 13h. Je vous annonce également un invité dans ce journal, Sawadogo Youssouf, l'artiste musicien dit Oskimo, pour parler de la caravane Oskimo Tour, engagée donc dans la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. C'est dans quelques instants. Mais avant, la nouvelle est tombée. Donc, dans la soirée d'hier, à travers un décret, le chef de l'État apporte un changement dans l'organisation des forces armées nationales. En plus des 3 régions militaires qui sont donc Kaya, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, 3 autres régions sont créées, portant désormais à 6 régions militaires pour l'armée de terre, 2 régions aériennes pour l'armée de l'air, 6 autres régions pour la gendarmerie nationale et 6 groupements de forces. Et ce n'est pas tout, le capitaine Ibrahim Traoré crée aussi 6 bataillons d'intervention rapide. Les BIR doivent intervenir donc le plus rapidement possible et le plus en avant en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité territoriale. On rappelle que ce décret abroge celui de 1994 portant organisation du territoire national en zone de défense et en région militaire. Le ministre en charge de la fonction publique, lui, veut être transparent devant l'opinion, mais aussi devant les candidats qui ont passé et présenté des examens et concours pour la session 2022. Des concours qui ont vu pour certains donc des résultats proclamés, mais d'autres n'ont pu être composés. On parle par exemple de 73 concours directs à épreuve à questions à choix multiples. La situation a créé des grises mines et suscité de multiples plaintes. Bassolma Bazié et ses collaborateurs tentent de justifier ces irrégularités qui s'apparentent à des pannes techniques. Hervé Daba. Au moment où Bassolma Bazié et ses collaborateurs se présentent devant la presse ce 15 novembre, tous les résultats des examens et concours 2022 devraient être disponibles. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il reste en instance 73 concours directs à épreuve AQCM, 4 à épreuve classique, dont les résultats sont en attente, et 14 concours professionnels déconcentrés pour le compte du ministère en charge de la santé humaine et animale et de l'éducation nationale. En sus, il reste la correction électronique de 4 examens professionnels relevant du ministère en charge de la santé humaine et animale. Quant aux 2 examens professionnels du ministère en charge de l'éducation, les résultats sont en cours de délibération. Qu'est-ce qui explique donc ce retard? On parle notamment de problèmes techniques liés à la correction électronique des copies ayant affecté tout le processus. Le ministre en charge de la fonction publique annonce des mesures. Pour assurer l'opinion nationale et préserver les droits des candidats, mon département envisage des actions suivantes, indépendamment de la plainte déposée le 11 novembre 2022 auprès du procureur pour situer les responsabilités avec toutes les conséquences qui en découlent. Et je cite, premièrement, un bilan sans complaisance au cours du mois de novembre des moyens humains matériels
financier et organisationnel des concours. Deuxièmement, un audit complet sur la plateforme e-concours. Troisièmement, une réflexion urgente sur la réappropriation de la plateforme et sa gestion domestique par nos techniciens. Le ministère de la fonction publique donne toutefois des gages. Tous les résultats des examens et concours seront publiés au plus tard fin novembre prochain. Des résultats qui ne seront vraisemblablement pas impactés par la perte de 11 ordinateurs de la salle de scannage des copies et de celle du traitement des résultats. Les faits ayant été antérieurs à la présente session des examens et concours. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités d'Ira Bassolma-Bazié, tout comme les audits de l'organisation des recrutements sur mesures nouvelles, recrutements suspendus depuis. Au département de Robert-Lucien Jean-Claude Cargougou, on ambitionne améliorer les prestations dans les formations sanitaires avec le numérique. Le ministre de la Santé et sa collègue de la transformation digitale ont élaboré un système d'interconnexion avec le centre hospitalier universitaire de Yalgado. À thème, avec cet outil digital, tous les grands centres de formation et les CHU du pays devraient facilement collaborer pour la prise en charge des patients. Les deux ministres ont visité les installations de ce système de réseau. Amadou Diko. C'est une innovation qui permettra de réduire les délais d'attente au niveau de la pharmacie et la caisse du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Cet hôpital de référence vient de se doter d'une interconnexion numérique qui va sans doute faciliter, entre autres, les hospitalisations, leur durée et l'accès du personnel soignant au dossier des patients. Plus d'une dizaine de services sont connectés à la plateforme. L'ambition est d'améliorer l'offre sanitaire. Un patient qui arriverait par exemple au niveau du service de la pharmacie et qui est porteur d'une ordonnance médicale qui lui a été délivrée, au lieu de passer 30 à 45 minutes avant d'être servi, avec la dématérialisation, avec la digitalisation, en 5-10 minutes maximum, cela pourrait se faire. En matière de radiologie, par exemple, on pourrait assister à un transfert d'images radiologiques entre structures sanitaires, professionnels de santé, radiologues, au CHR de Kaya, par exemple, pourrait partager des images avec son maître au niveau du CHU Yalgado Ouedraogo pour affiner le diagnostic. Ce processus de renforcement de la connectivité des centres hospitaliers est rendu possible grâce à la collaboration entre le ministère en charge de la santé et celui en charge de la transition digitale. Un projet dont la mise en œuvre a rencontré des difficultés. Deux difficultés majeures qui ont peut-être impacté, on va dire, les délais d'exécution de ce projet. C'est les délais de livraison du matériel. Une autre difficulté majeure, c'est le changement, on va dire, d'itinéraire pour interconnecter le site de la pédiatrie Charles de Gaulle au Résina, à cause de la voie, en fait, qui a été réhabilitée à ce niveau-là. En plus du CHU Yalgado Ouedraogo, 4 autres centres hospitaliers ont également bénéficié de l'interconnexion. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires, pédiatrie Charles de Gaulle, Tengandogo, Sourou-Sanon de Bobo et le CMA de Pissi. Le CMA de Pissi, le CHU Yalgado Ouedraogo ou encore le CHU Sourou-Sanon de Bobo du Lasso, voici des endroits qui pourraient accueillir Michael Kwama, Moussa Diko et Anderson Daourou, 3 jeunes Burkinabés qui sont au Brésil à plus de 6000 km de Ouagadougou pour les études. 6 ans durant, ils ont été confrontés à des difficultés énormes comme la barrière linguistique ou encore des préjugés sur leur origine, mais loin de ramollir ou d'abdiquer, ils ont mis une suite dans leurs idées et sont donc montrés meilleurs dans l'apprentissage au sein de l'université qui les accueille. Eh bien, pratiquement en fin de formation, c'est toute une grande fierté qu'ils dégagent, même s'ils restent aussi affectés par la crise sécuritaire pendant qu'ils ambitionnent rentrer au pays. Ces jeunes ont été rencontrés par Romo Ekouta en séjour au Brésil. C'est le dossier de ce 13h. Comment on appelle ça? Formature en français. Soutenance, ma soutenance, ouais. Et je ne sais pas comment on dit ça en français, la média. Les médias.
Des pauses en pleine interview pour chercher des mots en français. Pour ces jeunes étudiants burkinabés vivant au Brésil, il est désormais plus aisé de parler portugais plutôt que la langue de Molière, dans laquelle ils se sont pourtant exprimés pendant une vingtaine d'années. Mais cela a toute une histoire. J'ai des difficultés pour parler maintenant le français. Je parle et je mélange avec du portugais. Pourquoi? Je vais dire, parce qu'on est arrivé ici, on nous a mis une certaine pression pour apprendre le portugais. Donc on a commencé, portugais. Quand on parlait français, les gens se fâchaient contre nous. Parle portugais, vous nous insultez. Donc on est parti à fond, on parlait jusqu'à ce que, entre-temps, quand tu veux parler français, tu mélanges avec le portugais. Donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai perdu un petit peu mon français. Arrivé au Brésil en 2016 pour des études universitaires, ils n'ont véritablement pas eu de temps d'adaptation. On bossait comment? On prend les cours, on le traduit en même temps dans Google Traduction, et on bossait comme cela, par cœur. On partait faire les devoirs, et nous étions les meilleurs de la salle. Et les gens s'étaient étonnés. Oh, cet Africain, comment c'est possible? Ils sont arrivés, ils ne comprennent pas la langue, et ils se plaignaient avec le professeur en disant que professeur, je ne suis pas d'accord, l'Africain tire des bonnes notes, et nous on a des 2, des 3, des 5, c'est pas possible. Et le professeur dit, bon, ok, amène ton devoir, monsieur, amène ton devoir. Ils appellent les élèves, ils viennent, ils disent, ah, effectivement, il a tiré une bonne note. Après 6 ans passés dans ce pays d'Amérique du Sud, ces 3 jeunes burkinabés sont aujourd'hui presque en fin de cycle, avec chacun le bac plus 5 en poche, en attendant de se spécialiser dans leurs filières respectives. Moussa Diko en sciences infirmières, Michael Kwama et Anderson Daourou en médecine dentaire. Ils ont pu intégrer l'université chrétienne Faculdade Unilagos grâce à des bourses octroyées par le Centre d'assistance et de formation intégrale CAFI, une organisation bénévole présente au Burkina Faso il y a une dizaine d'années. L'université qui les accueille est située à Araruama, une ville secondaire du Brésil à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Après avoir appris la langue, ils n'ont pas vraiment eu de difficultés à s'intégrer, mais quelques préjugés liés à leur origine africaine tout de même. Une question que je vais dire tout simplement, quand on m'a posé, et qu'on nous posait, chez vous, il y a du pain là-bas? Chez vous, il y a du lait? Chez vous, j'ai appris qu'il n'y a pas de l'eau en Afrique. Eh bien, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est un petit peu la misère. Ici, bon, la plupart du temps, les gens, chacun chez lui, bon, il n'y a pas cette interaction entre les jeunes. Même nous, comme on est venu ici, on est un peu nombreux africains, donc quand nous, on profite souvent. C'est vrai, souvent les gens trouvent que c'est de la folie, mais bon, ça est dans le sang africain, en fait, c'est la joie. Donc, mais ça attire beaucoup de Brésiliens parce que les gens, ils aiment la joie, ils aiment vraiment les Africains. Pas étonnant donc qu'ils veuillent se marier à une Brésilienne s'il en a l'opportunité. Le Sahélien qu'il est n'a pu résister au charme des métis. On a quelqu'un à nos côtés pour nous accompagner, une Brésilienne. Bon, ça ne fait pas du mal, et puis surtout les Brésiliennes sont jolies. Tout le monde reconnaît qu'elles sont belles, donc ça fait plaisir en fait. Mais pour eux, tout cela est subsidiaire. Leur principal objectif, ce sont les études. Après leur spécialisation, ils comptent retourner au Bercail pour mettre en œuvre leur projet. Mon projet, c'est de monter un groupe de dentistes pour pouvoir aller au Burkina et faire des assistances à la population burkinabé et vraiment aider les gens et former aussi certaines personnes. Le Brésil est bien connu mondialement comme l'un des pays où la médecine dentaire est bien avancée. Donc tout ce que nous allons apprendre ici, c'est pour pouvoir aider au Burkina Faso. Moi, je ne compte pas rester ici, je compte repartir pour pouvoir aider le pays. Moussa Diko, par contre, lui ne souhaite pas rentrer immédiatement. Il veut travailler au Brésil, se faire une base financière avant d'envisager son retour. Mais de là où ils sont, à plus de 6000 km, ces jeunes Burkinabés ont permanemment les yeux rivés sur ce qui se passe au pays, la situation sécuritaire. Ils la vivent comme une hantise. Je suis originaire du Sahel et j'ai vu comment tout a commencé actuellement quand je vois la situation du Djibo, la façon dont ils sont en train de mourir de faim et tout, c'est vraiment inquiétant. Ça m'attriste beaucoup parce que nous sommes là pour lutter, pour essayer d'amener un avenir meilleur pour notre pays. Mais lorsqu'on reçoit tout le temps des mauvaises informations, des informations négatives, ça nous déconcentre en fait.
tout dernièrement, j'ai reçu l'information qu'il y avait des tirs à côté de mon village. Et là, directement, j'ai pensé à ma maman et à mon papa, et à eux, mes petits frères et petites sœurs. Je me suis dit, vraiment, si un jour je me réveille et puis je vois que ça ne va pas. Et je reçois des informations vraiment disant que, c'est pas ce que nous souhaitons, mais tout ça passe par la tête. Donc, c'est vraiment triste. Je ne peux pas comprendre qu'en moins d'une année, il y ait 2 coups d'État. Pourquoi cela se passe, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour le bien du peuple ou si ce sont des intérêts personnels. Moi, je ne comprends pas en tout cas. Est-ce que je me dis en tout cas, ceux qui seront en train d'assister cela, le message que je porte sera sincère et aimons-nous, ne pensons pas seulement à moi-même, voilà. Moi d'abord. Ça ne marche pas. Loin des yeux, mais près du cœur, comme le dit l'adage, ces jeunes de la diaspora burkinabé au Brésil ont le même vœu que les 20 millions de Burkinabés vivant au pays, le retour de la paix et de la stabilité. Retour au Burkina Faso et nous ouvrons une fenêtre sur la 7e édition du Focal d'Afrique, un cadre qui vient justement rassembler tous les acteurs intervenants dans le domaine de la photographie pour échanger sur les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs du domaine, comme la numérisation des prises de vue. L'événement est prévu se tenir du 21 au 26 novembre prochain. Les initiateurs de Focal d'Afrique ont annoncé les couleurs de l'événement face à la presse hier, mardi. Océane d'abonnés, Maxime Ilboudou. La photographie en Afrique à l'aide du numérique, opportunités et menaces. Tel est le thème de la 7e édition du Focal d'Afrique. Il s'agit d'une rencontre internationale de la photographie. Objectif, promouvoir le métier de la photographie avec l'avancée de la technologie. Donc notre objectif, c'est de permettre aux photographes d'ici de se frotter aux photographes qui viendront d'ailleurs. Et puis cette année, nous avons des formateurs qui viendront du Bénin, du Mali, du Niger et du Togo. Et partant de là, nous disons que non, si ces photographes-là viennent et rencontrer les photographes d'ici, et ensemble ils discuteront, n'est-ce pas, le problème de la photographie et pour trouver des tenants et des aboutissants afin de pouvoir dynamiser le secteur ici, d'abord au Burkina et de façon générale en Afrique. Durant 6 jours, des séries d'activités seront au rendez-vous. Les participants pourront mieux se former dans le domaine de la photographie, mais pas que. Nous avons la création des résidences comme première activité. Nous avons la formation qui est notre cheval de bataille. Et nous avons le concours photo pour permettre à les différents photographes concurrents de se faire valoir. Nous avons l'exposition photo pour permettre aux passionnés et aux amoureux, aux professionnels et aux amateurs de montrer leur savoir-faire à partir de leur exposition photo en off. Les rencontres professionnelles, les masterclass, disons, qui seront organisées au cours de cette semaine-là et pour, n'est-ce pas, entre photographes, discuter les problématiques du métier du photographe. Et enfin, une rue marchande. Cette édition 2022 du Focal d'Afrique bénéficie du soutien technique et financier de l'entreprise SIM, une agence immobilière. Elle se tient du 21 au 26 novembre prochain. Voilà, c'est le moment pour nous de recevoir l'invité de ce 13h, Sawadogo Youssouf dit Oskimo, l'artiste musicien burkinabé sur ce plateau. Oskimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes justement sur ce plateau. On va donc aborder une question qui vous est très chère. On parle de la drogue, surtout en milieu scolaire. Et vous avez même initié une caravane que vous avez appelée Oskimo Tour. Dites-nous à la date d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Bon, ça se passe bien. C'est vrai que cette année, la 15e édition, avec ce qui se passe dans le pays, voilà, comme les étudiants le disaient, en une année, 2 coups d'État. Bon, c'est pas facile. Et dans tous les acteurs, en fait, c'est pas seulement Oskimo Tour, mais ça a impacté, question d'insécurité de façon générale a impacté de façon négative
sur la question culture de façon générale, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais quand même, nous, à Oskimoto, on a réussi à mener des activités dans 4 régions du Burkina. Voilà, Tenkodogo, Ouaga, et Bobo Dioulasso et Koudougou. Et pour vraiment dire que, bon, c'est comment on est obligé de se battre pour pouvoir vraiment donner quelque chose de positif à la jeunesse burkinabé. Justement, vous avez parlé du lancement à Tenkodogo. Pourquoi spécifiquement Tenkodogo, la ville que vous avez choisie pour le lancement de la 15e édition? Non, mais vous savez, question de la drogue, il faut souvent regarder le pays par rapport à un certain positionnement. Voilà, on est allé là-bas au lycée Réalé parce que c'est un vieux, je pense que c'est l'un des sites scolaires les plus anciens de notre pays. Donc, il fallait aller quand même parler de ça à la jeunesse parce que Tenkodogo est situé à une zone frontalière avec peut-être le Togo, le Ghana, le Bénin, tout ça, donc le Niger. Donc c'était bien qu'on puisse parler de ça à la jeunesse. Et de là, ça a permis à la jeunesse de Tenkodogo, surtout aux élèves, de savoir que la drogue est dans les villes. Et c'est à chacun d'eux de savoir que l'école et la drogue ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà. Vous parlez justement de 4 régions que vous avez pu visiter. Quelles sont justement ces régions-là? Et quel est le message que vous avez fait passer? Le message était que zéro consommation de drogue en milieu scolaire, cette 15e édition. Donc, c'est pour dire tout simplement que la drogue est dans nos établissements scolaires au Burkina, partout, mais on ne peut pas aller partout au même moment parce que les moyens que nous disposons ne nous permettent pas d'aller dans d'autres zones du Burkina. On aurait bien voulu aller à Banfora ou à Gawa ou pourquoi pas à Fada, à Waïguya, mais on s'est limité dans ces 3 zones parce que c'est les moyens qui nous permettaient d'aller dans ces zones. Voilà. Vous avez parlé de jeunes propres sans drogue, c'est ainsi que vous avez appelé cette campagne. Et je le disais, donc la 15e édition, ça a été lancé à Tenkodogo. Qu'est-ce qui a été fait concrètement comme activité depuis Tenkodogo jusque dans toutes ces... Vous savez, nous, à Oskimoto, cette année, c'était la première fois que nous faisions le lancement, la journée, pour permettre à tout le monde de participer. D'abord, il y a eu la douane, la direction régionale de la douane de Tenkodogo qui a passé un message, qui a même montré certaines substances à la jeunesse, aux élèves là, de comprendre, même les parents qui étaient là, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi la marijuana, c'est quoi les produits prohibés, les médicaments de rue, qui est aussi la drogue que les gens ne savent pas, que les gens même peuvent prendre que c'est pour des maux de tête, et pourtant c'est pour encore se rendre encore plus dangereux. Donc, la douane était là. Il y avait aussi des prestations d'artistes qui permettent, parce qu'en Skimotou, il y a ce côté festif qui permet à la jeunesse de rester mobilisée pour suivre les messages que nous allons passer. Il y a eu aussi des questions-réponses. Même ce 26 octobre de cette année, on était à Samba, dans un lycée appelé le lycée Lisa, à Samba. Mais les élèves ont posé des questions pour comprendre c'est quoi la drogue, qu'est-ce que ça fait. On a répondu. Et c'est comme ça qu'on doit faire dans toutes les écoles au Burkina pour permettre aux enfants de connaître et de comprendre. Et aussi aux parents de savoir réellement, quand mon enfant commence à déconner, quelles sont les attitudes ou quelles sont les approches qu'il faut faire pour éviter de tomber sur l'enfant, de le stigmatiser du coup, vraiment à boulet rouge, à tirer dessus à boulet rouge pour ne pas que l'enfant puisse comprendre. Mais il y a des manières toujours d'aller vers l'enfant. Le raisonner. Le raisonner en fait. Effectivement. Justement, l'autre question aussi qui revient, vous parlez de la drogue, mais il y a aussi un phénomène qui est là. Ces enfants qui s'adonnent beaucoup plus à toutes ces boissons énergisantes. Ils n'ont pas fait de publicité ici, mais vous connaissez très bien toutes ces boissons que les enfants utilisent beaucoup. Ça va revenir à... Bon, chacun doit faire son job. Moi, je suis un artiste, je me suis lancé depuis une 15aine d'années dans la lutte contre la drogue, et puis les alcools frelatés, bref. Je peux dire c'est l'État qui ne fait pas son job sur ce côté. Parce que le ministère du Commerce
C'est à eux de veiller pour ne pas que tout ce qui est ces gens de boissons qui ne sont pas dans les normes, qui peut rendre les enfants fous, qui peut rendre les enfants nerveux, à brûler les feux. Ça, c'est au ministère du Commerce de prendre des dispositions. Mais dans votre action, vous n'avez pas associé... Non, si, on associe, on en parle. Oui, parce que, à preuve, même dans certains lycées, il est arrivé que nous, on enlevait des boissons, ces boissons dans les sacs des élèves. Ouais. Voilà. Une année, on a fait une activité Bangroyogo où le maire de Ouaga était présent, mais il a enlevé pas mal de boissons comme ça dans les sacs des élèves. Mais comme je le dis, parce qu'on laisse entrer, ou bien il faut contrôler pour ne pas que les enfants de 10 à 18 ans en consomment. Et il faut que ceux qui vont prendre ces genres de boissons puissent avoir un âge, c'est comme on peut dire, l'âge avancé, voilà, pour la consommer. Mais si on laisse les enfants de 15, 16 ans la consommer, et on sait que c'est des élèves, mais c'est dangereux pour notre société, pour ces jeunes qui doivent être pour l'avenir du pays. Voilà. Vous parlez de zéro consommation de drogue en milieu scolaire, je m'engage. Est-ce que vous avez justement le sentiment que ce message est passé depuis que vous avez bouclé la 15e édition? Mais ce matin, avant d'arriver ici, j'ai déjà fait au moins 3 rendez-vous de consommation de drogue des enfants. C'est pour dire que moi, j'essaie de sensibiliser, faire la prévention. Mais la consommation, elle fait sa route. Donc le message, il est passé parce qu'il y a des enfants qui ont même demandé que si on pouvait repasser chaque 6 mois ou chaque 3 mois pour donner ces conseils. Parce que vous savez, il faut répéter, il faut faire de la répétition permanemment pour que les enfants puissent comprendre. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissaient rien de tout ça. Et quand ils tombent dedans, il est facile d'entrer, mais il n'est pas facile de sortir. C'est ça le problème. C'est ça. Voilà. Parce qu'on va terminer cette interview. Déjà, pour la 16e édition, qu'est-ce qui est prévu? Bon, on prévoit un grand lancement. On va repasser d'ici là pour vous donner les différentes... ce qui va se passer, parce que ça va être en avril 2023. C'est encore loin un peu. On ne peut pas déjà étaler, mais on prépare déjà la 16e édition. On est sur la bonne voie. Mais ça en même temps aussi profiter, interpeller l'autorité pour qu'ils mettent vraiment... Il ne faudrait pas qu'on sanctionne toutes les activités au même moment. Ces activités-là, il faut que... C'est vrai que c'est dur, nous sommes en transition, mais c'est de voir avec le pouvoir de transition-là pour qu'ils essayent de voir, pour que nous puissions vraiment sensibiliser les élèves, parce que la drogue a un lien aussi avec l'insécurité que nous vivons au Burkina Faso. C'est bien noté. Ça sera tout pour cet entretien. Oskimo, merci d'être passé sur le plateau de BF1. Donc, pour... tous ces éclairages. Nous étions donc avec Sawadogo Youssouf, dit Oskimo. Vous restez avec nous pour poursuivre ce journal et nous prenons les nouvelles de la Coupe du Monde qui démarre dans moins de 5 jours au Qatar. Aujourd'hui, nous ouvrons la lucarne sur la participation de l'Afrique à la Coupe du Monde. Eh bien, l'Afrique a fait sa première apparition à cette prestigieuse compétition dès le 2e rendez-vous en 1934 en Italie. L'Égypte, qui avait renoncé au long voyage en Uruguay en 1930 pour la première édition, a pu traverser cette fois la Méditerranée pour participer à la fête du football. 12 autres nations ont eu le privilège de prendre part à une phase finale de Coupe du Monde au nom du continent africain. Découvrons ensemble les grands moments de la présence africaine dans cette Coupe du Monde avec Madi Zongo et Maxime Ilboudo. 13 nations ont représenté l'Afrique à la Coupe du Monde et au Mexique après 6 éditions et 36 ans d'absence du continent. Les Lions de l'Atlas dans un groupe relevé avec la République fédérale d'Allemagne, la Bulgarie et le Pérou. Éliminé au premier tour, le Maroc marque le premier point de l'Afrique en Coupe du Monde après son match nul, 1 but partout contre la Bulgarie. L'Afrique subsaharienne fait son apparition au Mondial en 1974. Les Léopards du Zaïre, champions d'Afrique, représentent l'Afrique. Le maréchal Mobutu Sese Seko ne tient pas ses engagements financiers. Le gardien Nwaba Kazadi fait la grève des arrêts et le Zaïre encaisse 9-0 face à la Yougoslavie. La Tunisie bat le Mexique 3-1.
En 1982, en Espagne, l'Afrique est représentée par le Cameroun et l'Algérie. Alors que la qualification pour le second tour lui tendait les bras après sa victoire sur le Chili 3-2, l'Algérie est victime du match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. La 14e en 1990 voit l'Afrique atteindre les quarts de finale. Les Lions indomptables disputent le match d'ouverture face aux Argentins au stade Giuseppe Meazza de Milan, réduit à 9 après l'expulsion de Benjamin Massing et d'André Kanambiyik. François Oumambiyik marque le but de l'exploit de la tête. À 38 ans, Roger Mila entre en scène. Après un doublé face au Pérou, il envoie le Cameroun au quart de finale en inscrivant 2 buts en 3 minutes au fantasque gardien colombien René Higuita. En 1994 et en 1998, les représentants africains restent dans les rangs. C'est en 2002 que le Sénégal crée la sensation en Corée du Sud en battant la France, championne du monde, 1-0 en match d'ouverture. En 2010, le Ghana avait l'occasion d'atteindre les demi-finales en Afrique du Sud, mais Asamoah Gyan rate son penalty à la dernière minute face à l'Uruguay. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité revient ce soir à 19h30. Mais avant, restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Très bel après-midi.